Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Clôture à Paris de la conférence internationale de lutte contre le financement du terrorisme avec l'adoption d'une déclaration finale dans laquelle les 72 États et les 20 organisations internationales se sont engagés sur 10 mesures et décisions. Au plan sécuritaire, la famille du terroriste F. Salah, qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, s'est rendue ce jeudi 26 avril aux autorités militaires à Jijel. C'est ce qu'indique ce matin un communiqué du ministère de la Défense nationale. On parlera d'architecture de terre d'aujourd'hui à travers une exposition qui dévoile les 40 finalistes de Terra Award 2016, premier prix international des architectures contemporaines de terre cuite. Bienvenue à tous. Clôture à Paris de la conférence internationale de lutte contre le financement du terrorisme avec l'adoption d'une déclaration finale dans laquelle les 72 États et les 20 organisations internationales se sont engagés sur 10 mesures et décisions. Participant en tant que panélistes sur la thématique lutter contre la criminalité organisée pour assécher le financement du terrorisme, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué que cette rencontre intervient dans un contexte international marqué par un constat partagé sur le rôle déterminant joué par l'argent dans le développement et le renforcement des groupes terroristes et de leurs activités criminelles. À cet effet, il a exposé les conclusions de la conférence d'Alger sur la lutte contre le financement du terrorisme. Et il a souligné que l'Algérie est résolument engagée dans la lutte contre le financement de ce fléau en devenant partie à la Convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme et aux principaux instruments internationaux de lutte contre ce fléau mis en place sous l'égide de l'ONU et des institutions de Bretton Woods notamment. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a pris donc part jeudi à Paris à la conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme regroupant 80 ministres de 72 États, 500 experts et une vingtaine d'organisations internationales organisées conjointement par la France et l'Organisation de coopération et de développement économique. Afaf Belhouchet. Ils étaient 80 ministres venus de 72 États, 500 experts et une vingtaine d'organisations internationales à prendre part à la conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme, organisée conjointement par la France et l'OCDE sous le thème No Money for Terror. Une rencontre qui intervient dans un contexte international marqué par un constat partagé sur le rôle déterminant joué par l'argent dans le développement et le renforcement des groupes terroristes, a affirmé Abdelkader Messahel. Panéliste sur la thématique lutter contre la criminalité organisée pour assécher le financement du terrorisme, il a mis l'accent sur la persistance de la menace terroriste. En dépit des reculs enregistrés sur le terrain, il a également abordé la question liée au retour des combattants terroristes étrangers vers leur pays d'origine et mis en garde contre le changement du mode opératoire des groupes terroristes qui optent pour la conquête de la toile à défaut du terrain physique. Messahel a également présenté l'expérience algérienne en la matière ainsi que les conclusions du Forum global de lutte contre le terrorisme organisé par l'Algérie d'une part et de la conférence internationale de haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique qui s'est tenue à Alger début avril. Une conférence dont les conclusions ont été présentées à la clôture par le président français Emmanuel Macron. En sa marge, Abdelkader Messahel a eu plusieurs entretiens bilatéraux, d'abord avec le coordinateur de lutte contre le terrorisme au département d'État américain, Nathan Sales, puis avec le coordinateur national du renseignement et de lutte contre le terrorisme, conseiller du président de la République française sur le renseignement, Pierre Bousquet de Florian, ainsi qu'avec son homologue italien, Angelino Alfano. Coopération bilatérale, notamment dans le domaine de lutte contre le terrorisme et de la déradicalisation, lutte contre le terrorisme et crime organisé, la situation régionale, particulièrement les crises au Mali et en Libye, ainsi que la nécessité de promouvoir des solutions politiques androgènes, étaient au menu de ces entretiens. Journée d'information en France sur le LPP, les mécanismes de création de micro-entreprises pour les Algériens de l'étranger. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Jamali, seront présents et donneront le coup d'envoi de ces journées organisées dans le cadre des dispositifs d'emploi au profit des membres de la communauté algérienne établie en France, notamment à Paris, Lille, à Lyon et à Marseille du 27 au 30 avril. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a présidé hier jeudi à l'école d'application de la Sûreté nationale Abdelmajid Bouzbid à Blida la cérémonie de sortie de la 13e promotion de lieutenant de police. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres et des autorités civiles et militaires de la wilaya. Amel Bourakba.
La cérémonie de sortie de la 13e promotion de lieutenant de police a été marquée par la prestation de serment suivie de la remise des grades, des diplômes et la passation de l'emblème national. Cette promotion a été baptisée au nom du martyr du devoir, le commissaire de police Mennari Mohamed Siddiq. S'en suivra une série d'exercices de démonstration reflétant l'endurance physique élevée des étudiants et leur maîtrise des techniques de combat et d'intervention marquée pour la première fois par la participation d'hélicoptères propres à ce corps sécuritaire. Des démonstrations qui illustrent le développement réalisé par la police algérienne conformément à la stratégie de modernisation et de professionnalisation du secteur initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Je tiens à exprimer ma profonde considération, gratitude et estime au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son engagement personnel à assurer la sécurité et la paix à travers tout le territoire national et son soutien indéfectible à garantir tous les moyens nécessaires à tous les éléments de la police pour la protection du pays. Cette cérémonie a vu également le défilé de plusieurs formations de ce corps de sécurité et de démonstration des brigades spéciales. En marge de cette manifestation, le général-major Abdelghani Hamel a procédé à l'inauguration du centre de communication numérique situé à proximité de l'école d'application de la Sûreté nationale. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts continus de l'armée nationale populaire, la famille du terroriste F. Salah, qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, s'est rendue ce jeudi 26 avril aux autorités militaires à Djidjel. La famille se compose de l'épouse du terroriste, de son fils, le terroriste F. Oussama, d'un autre fils et de 5 filles, dont une mère de 2 nourrissons. On apprend également à travers un communiqué du ministère de la Défense nationale et après l'exploitation des renseignements, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs et une quantité de munitions ont été récupérés et 2 casmettes pour terroristes ont été découvertes et détruites à El Miliana. Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP en coordination avec les services des douanes ont saisi à Bojbaji Mourtar, à Ingzem, à Soukahras, Tebessa et Taref, un camion, 29 441 litres de carburant, 5 marteaux-piqueurs et une importante quantité de denrées alimentaires, tandis qu'un détachement des gardes-frontières a saisi à Naama 330 cartouches pour fusils de chasse de différents calibres. Ces résultats enregistrés confirment encore l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire afin d'éradiquer les groupuscules terroristes et de lutter contre le crime dans toutes ses formes. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter ce vendredi un projet de résolution prorogeant le mandat de la MINURSO de 6 mois et qui appelle les 2 parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, à reprendre les négociations directes sans précondition. Le projet final de résolution obtenu après plusieurs jours de tractation renouvelle ainsi le soutien du Conseil de sécurité aux efforts de l'émissaire Horst Kohler et réaffirme son engagement à aider les parties au conflit à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui garantit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le projet de résolution reconnaît l'importance pour les parties au conflit de faire progresser le processus de négociation sans conditions préalables et de bonne foi. Le texte soulignait la nécessité pour la MINURSO de remplir son mandat, y compris son rôle de soutien à l'envoyé personnel du secrétaire général. Développement de la situation dans les territoires occupés où l'armée israélienne poursuit son escalade contre le peuple palestinien qui a fait pas moins de 41 morts parmi les Palestiniens et 5000 blessés depuis le début le 30 mars de la marche du retour. Les funérailles du journaliste palestinien Ahmed Abou Hussein, tué par des tirs de l'occupant israélien, ont eu lieu hier dans la bande de Gaza. Le corps d'un Palestinien membre du Hamas assassiné en Malaisie est arrivé hier dans la bande de Gaza
dont il était originaire, Fadi Al-Botch, 35 ans, était un expert dans la fabrication de roquettes. Selon les autorités malaisiennes, il a été abattu samedi dernier à Kuala Lumpur de plusieurs balles tirées par 2 hommes circulant à moto. Le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, Nabil Abou Roubeina, a indiqué que toute tentative de contournement de l'initiative de paix arabe et des résolutions internationales légitimes pour la résolution au conflit palestino-israélien est vouée à l'échec. Le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolai Mladinov, a mis en garde contre le danger d'une nouvelle guerre dans la bande de Gaza. Les dirigeants des 2 Corées entament aujourd'hui un sommet historique. Après 65 ans de division entre les 2 pays, les 2 présidents se sont dit engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mouna Nawal Hamoudi. Une poignée de main historique entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le dirigeant sud-coréen Moon Jae-in. C'est sur la ligne de démarcation qui sépare les 2 Corées que les 2 hommes ont choisi de se rencontrer. Un pin a été planté pour représenter la paix et la prospérité dans cette zone démilitarisée, symbole de la confrontation et de la division depuis 65 ans. Kim Jong-un est ainsi le premier chef d'État nord-coréen à fouler le sol de la Corée du Sud depuis la guerre de Corée dans les années 50. Kim Jong-un discutera avec son homologue des problèmes rencontrés pour améliorer les relations intercoréennes et parvenir à la paix, la prospérité et la réunification après avoir annoncé le 1er janvier dernier que son pays participerait aux Jeux olympiques d'hiver organisés par le Sud. Séoul a également souhaité que le sommet soit l'occasion de discuter d'un traité de paix pour mettre fin officiellement à la guerre. La reprise des réunions entre les 2 gouvernements pourrait également être abordée. L'arsenal atomique nord-coréen figure en bonne place au menu des discussions. Le principal objectif de ce sommet étant de convaincre Pyongyang de renoncer à son armement nucléaire. Mais Kim Jong-un demande des garanties sur sa sécurité pour discuter de son arsenal. Kim Jong-un avait annoncé que la question pouvait être réglée si Séoul et Washington prenaient des mesures en vue de la réalisation de la paix. Pour sa part, Pékin a salué cette initiative et espère que cette rencontre historique aura des résultats positifs et sera l'opportunité d'ouvrir une nouvelle voie vers une paix et stabilité durable dans la péninsule coréenne, au moment où Washington réclame que la dénucléarisation de la Corée du Nord soit totale, vérifiable et irréversible. Dans le passé, Pyongyang avait exigé, en vue de revoir la question de l'armement, le départ des 28 500 militaires américains stationnés au sud et le retrait du parapluie nucléaire américain, 2 questions qui ne sont pas à l'ordre du jour pour Washington. On revient en Algérie pour parler de l'architecture de terre d'aujourd'hui. C'est l'exposition qui a dévoilé cette semaine les 40 finalistes du Terra Award 2016, premier prix international des architectures contemporaines de terre cuite. C'était lors du Patimaté qui s'est clôturé hier. Lamia Boudbouda. Après avoir bénéficié d'un plan de modernisation en 2016, le complexe industriel et commercial de Sidi Idriss, céréales des Iban de Oumoulbouakhi, est aujourd'hui presque entièrement remis à neuf, avec une rénovation qui a touché 80% de ses équipements, ce qui lui permet de fonctionner désormais à plein régime. Ce complexe a bénéficié d'un plan de développement grâce à l'aide de l'État et depuis le 2016, exactement mai 2016, on a rénové le 80% de nos équipements de production avec une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie et un matériel ultramoderne qui ont permis d'atteindre des résultats probants grâce aussi à un effectif de 150 employés entièrement impliqués dans ce processus de modernisation. Tout cet équipement moderne est assisté par ordinateur. Ici, dans la salle de commande, tout est informatisé. Le processus est suivi minutieusement et la moindre anomalie est détectée. De la réception de la matière première provenant de la coopérative de céréales et légumes secs jusqu'au nettoyage, triage, décortiquage, broyage et conditionnement, pour ne citer que cela.
On a pu atteindre des résultats et des excellents résultats en 2017 grâce à cette rénovation et grâce à toute l'équipe de ce complexe. Ce complexe dispose également d'un laboratoire de contrôle de qualité et de conformité qui a lui aussi été rénové récemment. Ici, tout passe au peigne fin de la matière première au produit fini. On fait l'autocontrôle pour donner l'aval pour commercialiser le produit. On fait les analyses physico-chimiques et microbiologiques de la matière première, blé dur, blé tendre et l'orge, et le produit fini, farine supérieure, farine panifiable, semoule extra et semoule courante, le sang et semoule d'orge. Disposant d'îlots stratégiques d'une capacité de 500 000 quintaux de blé, le complexe de Sidi Driss compte actuellement une capacité de production 2000 quintaux au jour, puisque notre complexe est un complexe mixte 1000 quintaux semoirie et 1000 quintaux minoterie. On a deux variétés, on a une semoirie et une minoterie. Nous avons lancé deux nouveaux produits. Le Serfibre, c'est des fibres de céréales, et la semoule d'orge. L'année 2017 a été donc une année marquée par de grandes performances pour ce groupe public, avec une véritable relance sur le marché national. Les certifications ISO en matière de qualité, de sécurité et d'environnement, décrochées depuis 2015, sont également là pour conforter sa position. Et c'était là un reportage de Amel Boarba sur le complexe industriel et commercial Sidi Driss céréales des IBAN qui a bénéficié en 2016 d'un plan de relance après être passé par une période difficile durant plusieurs années. Et puis on revient à présent au sujet sur l'architecture de terre d'aujourd'hui. C'est l'exposition qui a dévoilé cette semaine les 40 finalistes du Terra Award 2016, premier prix international des architectures contemporaines de terre cuite. C'était lors du Batimatech qui s'est clôturé hier à la SAFEX, Lamia Boudbouda. Dédiée à l'architecture contemporaine en terre crue, cette exposition réunit les 40 bâtiments finalistes du Terra Award, qui est le prix mondial des architectures contemporaines en terre crue. Une exposition qui révèle au public ce matériau traditionnel aux qualités insoupçonnées. Une compétition qui est spécialisée en architecture de terre et dont l'ambassadeur majeur est Wang Shu, un architecte spécialisé en architecture de terre qui a eu le prix Pritzker 2012. Et cette compétition regroupe des spécialistes dans différentes techniques telles que Marcelo Cortés, le Chilien spécialisé en technique de torchis, ou encore Elie Mouail, le Marocain spécialisé en technique d'Adobe, ou encore Steprem Maini qui a eu l'habitude de participer au festival Architer dans les éditions précédentes et qui est spécialisé en BTC. Et nous avons aussi l'américain Rick Joy, spécialisé en pisé, ainsi que Gwyn Shik-shin, un sud-coréen de renommée internationale. L'autre volet du festival, ce sont les ateliers d'initiation aux techniques de construction en terre. Donc sur ce stand-là, on présente deux techniques principales, la technique de BTC, donc de bloc de terre comprimé, et la technique de pisé, ce que vous voyez derrière. Des murs en pisé, une technique que maîtrise Miguel Ferreira Mendes, un architecte portugais spécialisé en architecture de terre et développement durable. C'est une des plusieurs techniques de construction en terre qui existent et qui est un peu différente des autres parce qu'on utilise la terre pour construire des murs directement. Ici on prend la terre, on la met dans ses coffrages, on la dame avec des pièces comme ça, il y a plusieurs pissoirs différents, et avec la compression on obtient un élément solide qui devient un mur porteur. Le temps de construction d'une maison est unique. Du moment qu'on extrait la terre jusqu'à avoir le mur fini, il y a un seul moment. Il n'y a pas le moment d'extraire, transformer, produire, sécher et après maçonner. Le festival Architer transporte le visiteur au cœur de ces architectures contemporaines durables, nous invitant à nous interroger sur leur réalisation et leur pérennité.
Les incidents survenus lors de la demi-finale de Coupe d'Algérie disputée le 14 avril dernier au stade Hamlaoui de Constantine n'ont pas été sans conséquences. 3 matchs à huis clos, dont un avec sursis pour la JS Kabylie qui a écopé également d'une amende de 200 000 dinars et 50 000 dinars pour mauvaise organisation. 3 matchs à huis clos, dont 2 avec sursis pour le MC Alger qui devra s'acquitter d'une amende de 200 000 dinars. Décision prise par la commission de discipline. D'autre part, le joueur de l'USM Alger, Hamza Khoudri, a été condamné à 2 ans de suspension, dont 1 an avec sursis, plus de 150 000 dinars d'amende pour agression avec lésion corporelle envers le commissaire au match CSC USMA. Le milieu international de l'USM Alger, Benrit Abdelraouf, exclu lors de la même rencontre, a été suspendu 8 matchs, dont 4 avec sursis pour tentative d'agression envers officiel. Le joueur a écopé également d'une amende de 60 000 dinars. Le défenseur international de l'USM Alger, Abdellaoui Ayoub, est sanctionné de 3 matchs avec 1 avec sursis, en plus de 30 000 dinars d'amende pour voie de fait. 28e journée de la Ligue 1 mobilise. 3 matchs avancés pour ce week-end. Cet après-midi, l'entente de Sétif accueille le Nehd Hussein à partir de 16h. Ce match, vous pourrez le suivre sur la A3 et à huis clos. Le MC Alger reçoit l'USM Belabès. Ce match vous sera retransmis sur la chaîne terrestre et la A4. Et puis, il y aura du Vaux-Vienna, Viet Vodao cet après-midi à partir de 16h en direct sur Canal Algérie avec le Grand Prix d'Algérie à la coupole de l'Office du complexe olympique avec la participation d'une centaine d'athlètes représentant 14 wilayas du pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Ce soir, retrouvez à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à midi.